ma fille maître détestait après que j'ai exposé l'infidélité de ma femme avec son professeur où elle a crié « Tu es un mauvais père, trop contrôlant », mais quand elle a vu la vérité, elle a supplié pour des excuses, mais ma vengeance était la réponse. Le parfum de romarin et d'ail rôti aurait dû être réconfortant. C'était le poulet rôti signature de Karina, celui qu'elle préparait pour les grandes occasions, ou le dimanche quand elle voulait que la maison ressemble à un foyer. Mais ce soir, l'arôme était esséurant, suffocant. Il sentait le mensonge. Je la regardais depuis le bout de la table, ma femme depuis 22 ans, riant de quelque chose que notre fille Mali avait dit. Son rire était un son brillant et tintant qui était autrefois la musique de ma vie. Maintenant, ce n'était que du bruit, une performance pour un public d'un seul qui n'achetait plus de billets. Mes mains étaient serrées en poing sous la table, mes jointures blanches. Dans la poche de ma veste, nichée contre mon cœur comme un éclat de glace, se trouvait la preuve. Un petit livre de poésie relié en cuir. Rilke. Karina n'avait jamais lu Rilke de sa vie. Elle préférait les magazines sur papier glacé et les thrillers à succès. Mais depuis 6 mois, elle était devenue une soudaine intellectuelle, une connaisseuse des arts. Tout a commencé quand Mali a commencé sa 2e année à l'université, et que son monde est devenu dominé par un seul homme, le professeur Adrien Vance. « Papa, tu es silencieux ce soir », a dit Mali, le front plissé d'une inquiétude légère, presque condescendante. À 20 ans, elle était un mélange parfait et terrifiant de la beauté de sa mère et de ce que je comprenais maintenant être le dédain de sa mère. Elle me regardait comme on regarde un meuble ancien et fiable, on sait qu'il est là, qu'il a une utilité, mais on ne le voit plus vraiment. Juste une longue semaine au bureau, ma chérie, ai-je réussi à dire, les mots ayant un goût de cendre. Karina a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Sa peau était fraîche. Tu dois te détendre, Alan. Arrête de porter le poids du monde. C'est ce qu'Adrien dit toujours à Mali, n'est-ce pas, chérie? Que l'homme moderne est trop accablé par des concepts dépassés de responsabilité. Adrien. La façon dont elle prononçait son nom, une caresse douce et familière. Pas professeur Vance. Juste Adrien. L'homme qui était censé être le mentor de ma fille en littérature européenne était apparemment aussi le mentor de ma femme dans l'art de démanteler toute mon existence. Mali a hoché la tête avec enthousiasme. Totalement. Adrien dit que la pression d'être un pourvoyeur est une construction qui étouffe la croissance émotionnelle. Il dit que nous devrions tous poursuivre notre moi authentique. J'ai regardé de ma fille, qui répétait les mots d'un autre homme, à ma femme, qui regardait Mali avec un air de profonde compréhension partagée. Elles avaient leur propre monde, elle et sa mère. Un monde de bavardages intellectuels, de visites de galeries d'art, de conversations profondes dont je ne faisais jamais partie. J'étais le gars qui payait l'hypothèque de la maison où elle tenait ses conversations. J'étais le gars qui finançait les frais de scolarité de l'université pour que Mali puisse être éclairée par son professeur. J'étais la fondation, la dalle de béton ennuyeuse et solide sur laquelle elles construisaient leurs belles vies authentiques. Et elle n'avait aucune idée que la fondation était sur le point de se fissurer. Son moi authentique, ai-je répété, ma voix basse et stable. J'ai retiré ma main de sous celle de Karina. C'est comme ça que vous appelez ça? Le sourire de Karina a vacillé une fraction de seconde. Que veux-tu dire, chérie? C'était ça. Le moment que j'avais répété dans ma tête pendant 3 jours, depuis que j'avais trouvé ce livre de poésie niché sous le siège passager de sa voiture. Je l'avais ramassé, pensant que c'était celui de Mali. Mais la dédicace sur la première page n'était pas pour ma fille. Il était écrit, pour ma vraie muse. Que ces mots trouvent une maison dans ton cœur, comme tu as trouvé dans le mien. Tout mon amour, ah. Je veux dire, ai-je dit en regardant directement Karina, que je me demande à quoi ressemble le moi authentique du professeur Vance. Est-ce que ça ressemble à un homme qui envoie des billets doux à la mère de son élève? Le silence qui est tombé sur la table du dîner était absolu. Le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir sonnait soudain comme une bombe. La fourchette de Mali a cliqueté sur son assiette. Le visage de Karina est passé de pâle à un masque de pure indignation froide. « De quoi diable parles-tu, Alan » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de glace. « Je parle de ça » ai-je dit, en sortant le livre de ma poche et en le posant sur la table entre la salière et la poivrière. Il a atterri avec un bruit sourd et définitif. Je parle de Rilke. Et je parle d'un homme nommé Adrien qui semble vous avoir confondu avec son élève. Mali a arraché le livre, ses yeux parcourant la dédicace. J'ai attendu l'horreur naissante,
la lueur de la trahison. J'ai attendu qu'elle regarde sa mère avec des questions dans les yeux. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé. Et son expression était de la haine pure et non diluée. Tu as fouillé dans sa voiture, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. Tu espionnes maman? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'étais stupéfait. Mali, lis ce qu'il y a écrit. Ce n'est pas pour toi. C'est pour. Je m'en fiche pour qui c'est, a-t-elle répliqué en se levant si vite que sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Le professeur Vance est un ami de la famille. Il respecte maman, il me respecte. Il essaie de nous aider, de se connecter avec nous d'une manière que tu n'as jamais eue. Tu es juste, tu es si jaloux que tu ne peux pas le supporter. Karina, voyant son ouverture, l'a saisie. Elle a mis une main sur sa poitrine, sa performance digne d'un Oscar. Allant, je suis choqué. Vraiment. Adrien est un homme bon, un mentor pour notre fille. Il m'a donné ce livre parce qu'il savait que j'étais intéressé à soutenir les études de Mali. La dédicace c'est poétique. C'est ce que font les gens artistiques. Tu le transformes en quelque chose de laid et de sordide parce que tu ne peux pas comprendre une relation qui n'est pas transactionnelle. Le gaslighting était si puissant, si immédiat, que j'ai presque senti ma propre prise sur la réalité glisser. Elle formait une équipe. Une machine de tromperie bien huilée et parfaitement synchronisée. Elle transformait ma douleur en ma pathologie. Ma découverte n'était pas la preuve de leur trahison, mais la preuve de ma propre maladie. Donc tu me dis, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, que tout mon amour, n'est qu'un geste amical et artistique? Bien sûr que ça l'est, a crié Mali, les yeux pleins de larmes de fureur. Tu ne comprendrais pas parce que tu ne ressens rien. Tu ne fais que travailler et payer les factures et t'asseoir là en nous jugeant silencieusement. C'est toi la raison pour laquelle maman est malheureuse. C'est toi la raison pour laquelle elle a besoin d'amis comme Adrien qui la voient réellement comme une personne. Chaque mot était un coup physique. Ma propre fille. La petite fille dont j'avais pansé les genoux écorchés, dont j'avais chassé les cauchemars, dont j'avais tenu le premier vélo stable. Elle était là, défendant la liaison de sa mère et m'en blâmant. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, Mali, ai-je dit, la douleur rendant ma voix rauque. Oh, je sais exactement de quoi je parle, a-t-elle crié, son visage déformé. Je parle d'un homme qui est si émotionnellement retardé, si toxique, qu'il doit inventer des complots pour se sentir important. Tu n'es pas seulement un mauvais mari, tu es un mauvais père. Tu essaies de ruiner ma relation avec mon professeur, un homme qui a fait plus pour ma croissance intellectuelle en 6 mois que toi dans toute ma vie. Tu es un homme pathétique et contrôlant, et tu ruines ma vie. Elle a regardé sa mère, qui pleurait maintenant doucement dans une serviette, l'image d'une femme lésée. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne le laisserai pas te faire ça. Je ne le laisserai pas tout empoisonner. Elle a rejeté le livre sur la table. Tu peux garder tes théories dégoûtantes. On en a fini ici. Elle a attrapé le bras de sa mère, et ensemble, elles sont sorties de la salle à manger, me laissant seul avec l'odeur d'un poulet rôti que je ne pouvais plus manger, le tic-tac de l'horloge et le jugement retentissant de mon propre enfant. La fondation ne s'était pas seulement fissurée. Elle avait été dynamitée, et j'étais enseveli sous les décombres. Elle pensait que c'était la fin de la dispute. Elle pensait avoir gagné. Mais dans ce moment écrasant et silencieux, je savais que ce n'était que le début. J'avais essayé d'être un mari et un père. Maintenant, il était temps d'être un stratège. Et j'allais réduire leur monde parfait et authentique en cendres. Les jours qui ont suivi ont été une classe de maître en guerre psychologique. La maison est devenue une scène silencieuse et glaciale. Karina jouait le rôle de l'épouse martyrisée, se déplaçant autour de moi avec un air de tristesse théâtrale, soupirant lourdement chaque fois que j'entrais dans une pièce. Mali avait complètement cessé de me parler. Si nos chemins se croisaient dans le couloir, elle fixait un point sur le mur derrière moi, son expression un mur froid de mépris. J'étais un intrus, un fantôme hantant les couloirs de ma propre maison. Elles attendaient que je craque, que je m'excuse pour ma crise, que je balaie mes accusations sous le tapis pour qu'elles puissent reprendre leur vie confortable. Je ne l'ai pas fait. Je les ai laissées vivre dans leur réalité fabriquée. Je prenais mes repas seul dans mon bureau. J'allais au travail, je rentrais à la maison et je me retirais dans un silence plus profond que le leur. Elles pensaient que je ruminais, que je pensais mes blessures. Et c'était le cas. Mais je pensais aussi. Je planifiais.
Dans l'armée de deux qu'était ma famille, j'avais été débordé et mis en déroute lors du premier engagement. Je ne referai pas cette erreur. La prochaine bataille se déroulerait selon mes termes, sur un terrain de mon choix. Mon premier objectif était simple, j'avais besoin de preuves indéniables et irréfutables. Le livre était puissant, mais elle l'avait transformé en une toile de licence artistique et de ma propre jalousie supposée. J'avais besoin de quelque chose que Mali ne pouvait pas rationaliser, quelque chose dont Karina ne pouvait pas se sortir en pleurant. Je devais montrer, pas seulement raconter. J'ai commencé par le banal. Le forfait de téléphonie mobile de la famille était à mon nom. C'était une simple question de se connecter au site web du fournisseur et de consulter les journaux d'appel et de SMS. Je ne cherchais pas le contenu, juste des schémas. Et un schéma est apparu presque immédiatement. Des dizaines d'appels et de SMS chaque jour entre Karina et un numéro que je ne reconnaissais pas. Une recherche inversée rapide l'a confirmé, le numéro était enregistré au nom d'Adrien Vance. La fréquence était accablante. Plus d'appels qu'elle n'en passait à sa propre mère. Plus de SMS qu'elle ne m'en avait envoyé au cours des 6 derniers mois. J'ai imprimé 3 mois de journaux, une pile de papier qui semblait aussi lourde qu'une pierre tombale. C'était la preuve du contact, mais pas d'une liaison. J'avais besoin de plus. Mon travail d'architecte m'emmenait souvent hors du bureau sur des chantiers. Cela me donnait une flexibilité à laquelle elles s'étaient habituées, une liberté qu'elles avaient clairement exploitée. Maintenant, je l'utiliserais à mes propres fins. Je connaissais l'emploi du temps de Mali. Elle avait le professeur Vance pour un séminaire de littérature les mardis et jeudis de 14 à 16 heures. J'ai commencé à prendre des déjeuners tardifs ces jours-là. Je n'ai pas suivi Karina depuis notre maison, c'était trop risqué. Au lieu de cela, je suis allé en voiture à l'université. Je me suis garé dans un parking public de l'autre côté de la rue du bâtiment des sciences humaines, un endroit avec une vue dégagée sur l'entrée principale. J'ai apporté des plans avec moi, donc si quelqu'un me voyait, j'avais juste l'air d'un architecte travaillant depuis sa voiture. Le premier mardi, rien. Le premier jeudi, rien. J'ai commencé à sentir les vrilles du doute. Étais-je fou? Mali avait-elle eu raison? Étais-je juste un homme toxique inventant un complot? Mais ensuite, le deuxième mardi, je l'ai vu. À 16h15, 15 minutes après la fin du cours de Mali, la Lexus argentée de Karina s'est arrêtée au bord du trottoir à un pâté de maison de l'entrée. Quelques minutes plus tard, Adrien Vance est sorti du bâtiment, a regardé des deux côtés et est rapidement monté sur son siège passager. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je les ai regardés s'éloigner, mes mains agrippant le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Je les ai suivis. J'ai gardé mes distances, restant à 2 ou 3 voitures derrière. Ils ont conduit pendant environ 20 minutes, se dirigeant hors de la ville vers les collines vallonnées et la campagne pittoresque. Ils parlaient, riaient. Même de loin, je pouvais voir l'intimité facile, la façon dont Karina touchait son bras en parlant. Ils se sont garés sur le parking d'un endroit appelé The Willow Creek Inn, un charmant établissement haut de gamme connu pour son atmosphère discrète et son restaurant gastronomique. C'était un endroit pour les escapades romantiques, pour les rencontres calmes et clandestines. Ce n'était pas un endroit où une femme allait avec le professeur de sa fille pour une discussion amicale. Je ne les ai pas suivis à l'intérieur. Je n'en avais pas besoin. J'avais l'emplacement. Le nid de frelons. Je suis retourné en ville, une certitude froide et dure se solidifiant dans mes entrailles. Maintenant, j'avais toutes les pièces. Le livre, les relevés téléphoniques, l'emplacement. Il ne restait plus qu'à les arranger d'une manière que ma fille ne pourrait pas ignorer. Je devais la conduire à la vérité et la laisser la découvrir par elle-même. Car l'entendre de ma part était une accusation. Le voir de ses propres yeux serait un fait. Le plan a mis une autre semaine à se cristalliser. Il devait être parfait, sans faille. Le prétexte devait être en béton. J'ai attendu jusqu'au lundi soir suivant. Je savais que Mali serait à la maison, étudiant dans sa chambre. J'ai frappé à sa porte. Elle l'a ouverte d'un entrebâillement, son visage figé dans son masque de dédain désormais familier. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai pris une profonde inspiration, ravalant ma fierté, ma colère, tout. Je devais jouer mon rôle. « Mali » ai-je commencé, ma voix délibérément douce, teintée de regret. Je veux m'excuser. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux. J'ai eu tort de faire ce que j'ai fait au dîner, ai-je poursuivi. C'était le mauvais moment,
le mauvais endroit. J'ai laissé mon stress prendre le dessus, et je m'en suis pris à toi et à ta mère. C'était injuste. Je suis désolé. Elle était toujours méfiante. Alors tu admets que tu as tout inventé? J'ai choisi mes mots avec soin. J'admets que j'ai très mal géré la situation. J'ai tiré des conclusions hâtives sur la base d'une inscription idiote. J'ai été sous beaucoup de pression. Et tu me manques. Ma fille me manque. J'espérais, peut-être qu'on pourrait commencer à arranger les choses. C'était la leçon. Je faisais appel à la petite partie d'elle qui pouvait encore ressentir une once de culpabilité, la partie d'elle qui se souvenait du père qui avait toujours été là pour elle avant ce gâchis. Que veux-tu dire, a-t-elle demandé, sa voix un peu plus douce maintenant. J'ai une visite de chantier demain après-midi, ai-je dit en fabriquant les détails au fur et à mesure. C'est pour un nouveau projet, un gros. C'est près de Willow Creek. Je sais que c'est une longue chance, mais je me demandais si tu voudrais venir avec moi. On pourrait, je ne sais pas, déjeuner dans cette petite auberge là-bas après. Juste parler. Pas de drame. Juste, père et fille. S'il te plaît. Elle a hésité. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Willow Creek Inn. Le nom ne lui disait rien. Pour elle, c'était juste un endroit au hasard. J'ai mon séminaire avec le professeur Vance demain, a-t-elle dit. Mon cœur a bondi. Parfait. C'est de 2 à 4, n'est-ce pas? Je dois être là-bas vers 4h30 de toute façon. Je pourrais passer te prendre sur le campus après ton cours. Ce serait un timing parfait. Elle s'est mordu la lèvre en réfléchissant. Je pouvais la voir peser ses options. Refuser la ferait paraître acariâtre après mes excuses. Accepter pourrait être un pas vers la normalité, un moyen de mettre fin à la tension suffocante dans la maison. D'accord, a-t-elle dit finalement, si doucement que je l'ai à peine entendu. D'accord. Viens me chercher à la bibliothèque à 4h15. Super, ai-je dit en gardant un visage neutre, cachant le triomphe sinistre que je ressentais. Ce sera super. Je me suis éloigné de sa porte avec un sentiment de détermination froide. Le piège était tendu. Demain, ma fille ferait une promenade en voiture avec son père. Et elle se retrouverait face à la ruine que sa mère avait faite de notre famille. Le trajet jusqu'à l'université le lendemain a été atroce. J'ai fait la conversation. J'ai posé des questions sur ses cours, ses amis. J'ai joué le rôle du père contrit essayant de renouer le contact. Mali était réservée mais pas hostile. Mes excuses avaient fonctionné, elles avaient abaissé ses défenses. Elle était prête à me rencontrer à mi-chemin. L'ironie était une pilule amère dans ma gorge. J'utilisais son espoir de réconciliation comme une arme contre elle. Je suis passé la prendre à la bibliothèque à 4h15 précise. Elle est montée dans la voiture avec un petit sourire hésitant. Et, ma chérie. Prête à voir des plans d'architecte ennuyeux, ai-je plaisanté, essayant de garder l'ambiance légère. Tant que tu paies le déjeuner, a-t-elle rétorqué. C'était si normal. Pendant quelques minutes, en sortant de la ville avec le soleil sur nos visages, j'aurais presque pu prétendre que rien de tout cela n'était réel. Que nous n'étions qu'un père et une fille faisant une promenade en voiture. Mais le froid d'appréhension dans mon estomac était un rappel constant de notre véritable destination. En nous rapprochant de Willow Creek, j'ai laissé ma gaieté feinte s'estomper, la remplaçant par un air de légère frustration. Merde, ai-je marmonné en tapotant mon téléphone. Mon client vient de m'envoyer un SMS. Il a environ 30 minutes de retard. Coincé dans les embouteillages. Oh, a dit Mali, l'air déçu. Alors, on devrait juste rentrer? Non, non, ça va, ai-je dit rapidement. Je préfère attendre ici plutôt que de retourner en ville et de revenir. Je te dis quoi? L'auberge est juste en haut de cette route. Pourquoi n'irions-nous pas là-bas maintenant, prendre une table sur la terrasse, prendre un café ou quelque chose en attendant? C'est un endroit magnifique. D'accord, bien sûr, a-t-elle accepté, sans se méfier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que j'entrais sur le parking de The Willow Creek Inn. Je me suis garé dans une place légèrement à l'écart de l'entrée mais avec une vue dégagée et sans obstruction sur les portes d'entrée et la terrasse extérieure. Il était 16h40. Pile à l'heure. D'accord, allons prendre cette table, ai-je dit en commençant à ouvrir ma porte. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné.
C'était un appel préarrangé d'un collègue de mon cabinet, mon seul et unique confident dans toute cette affaire. Oh, attends une seconde, Mali, ai-je dit en levant un doigt. C'est le bureau. Je dois prendre ça. C'est peut-être à propos du projet. J'ai répondu au téléphone. Et, Dave. Quoi de neuf? Non, tu plaisantes. La commission d'urbanisme a rejeté la dérogation? J'ai fait semblant d'avoir une conversation intense et frustrée, faisant les 100 pas à quelques mètres de la voiture, le dos tourné à Mali. Je parlais de permis fictifs et de reculs imaginaires, mais mes yeux étaient rivés sur l'entrée de l'auberge. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit fort au téléphone, pour le bénéfice de Mali. Je vais être coincé sur cet appel pendant un certain temps. Mali, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas en avance? Prends-nous une belle table sur la terrasse, celle avec la vue sur le jardin. J'arrive dès que j'aurai réglé ce pétrin. D'accord, papa, a-t-elle répondu, sa voix remplie de sympathie pour mes problèmes de travail. Je l'ai regardée du coin de l'œil alors qu'elle sortait de la voiture et commençait à marcher vers l'auberge. Tout mon corps était tendu, chaque muscle enroulé comme un ressort. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mali a atteint les marches de pierre menant à la terrasse. Elle s'est arrêtée, cherchant une bonne table. Et puis, une voiture s'est arrêtée au service de voiturier juste en face de l'auberge. Une Lexus argentée. La voiture de sa mère. J'ai vu Mali se figer. Un air de confusion a traversé son visage. Pourquoi sa mère était-elle ici? Elle a probablement pensé que c'était une coïncidence incroyable. Elle a probablement pensé que sa mère rencontrait une amie pour le déjeuner. Le voiturier a d'abord ouvert la portière passager. Et le professeur Adrien Vance est sorti. Il a lissé sa veste en tweed, un sourire suffisant et satisfait sur le visage. Puis il a fait le tour et a ouvert la portière côté conducteur pour Karina. Elle est sortie comme une reine, riant de quelque chose qu'il avait dit. Elle portait une nouvelle robe en soie, une que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air vibrante, heureuse, belle. Elle avait l'air d'une femme amoureuse. J'ai vu Mali faire un demi-pas en arrière, comme si elle reculait physiquement. Sa main est allée à sa bouche. Elle était immobile, une statue sculptée dans l'incrédulité. Adrien a passé son bras autour de la taille de Karina. C'était un geste possessif et familier. Elle a appuyé sa tête contre son épaule un instant, les yeux fermés. Puis, là, en plein soleil de l'après-midi, devant le voiturier, devant le monde, il a relevé son menton et l'a embrassé. Ce n'était pas un bisou sur la joue. C'était un baiser long, lent, persistant, plein d'une histoire dont je n'ai jamais fait partie. De mon point de vue, je ne pouvais pas entendre Mali, mais j'ai vu son corps tressaillir. J'ai vu le moment exact où la vérité laide et tordue l'a frappé. Le livre. Les appels téléphoniques. Les accusations insensées de son père. C'était tout réel. Sa mère, la femme qu'elle avait défendue si farouchement, était une menteuse. Son professeur, l'homme qu'elle admirait, était un prédateur. Et son père, l'homme qu'elle avait qualifié de toxique et de pathétique, avait dit la vérité depuis le début. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle s'est juste retournée, ses mouvements en bois et robotiques, et a commencé à marcher vers la voiture. Son visage était cendré, ses yeux larges et vides. La jeune femme confiante et défiante qui avait quitté la voiture quelques minutes plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait une enfant brisée et ébranlée. Elle est montée sur le siège passager et a regardé droit devant à travers le pare-brise, sans me regarder. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais elle ne faisait aucun bruit. J'ai mis fin à mon faux appel téléphonique. D'accord, tout est réglé, ai-je dit en remontant dans la voiture, ma voix douce. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste démarré le moteur. Le trajet de retour en ville a été le plus long de ma vie. Le seul son était le clic silencieux et rythmé du clignotant et les sanglots silencieux et saccadés de Mali. Le monde qu'elle avait connu, le monde pour lequel elle s'était battue, avait cessé d'exister en l'espace d'un seul baiser. Et moi, son père, j'avais été celui qui avait orchestré sa démolition. Il n'y avait aucun triomphe là-dedans. Seulement une douleur vaste et creuse. Ce soir-là, elle est venue dans mon bureau. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage pâle. Elle semblait plus petite, plus jeune. L'armure défiante qu'elle avait portée pendant des semaines avait disparu, ne laissant qu'une vulnérabilité brute et blessée.
Elle est restée dans l'embrasure de la porte un long moment avant de pouvoir parler. Je suis désolée, a-t-elle murmuré, les mots se brisant. Papa, je suis tellement désolée. Je l'ai regardé depuis mon bureau, l'endroit où j'avais planifié toute cette révélation dévastatrice. J'avais imaginé ce moment. J'avais ardemment désiré ses excuses. Je pensais que ce serait une victoire. Ce n'en était pas une. C'était juste, tard. Désolé pourquoi, Mali, ai-je demandé, ma voix plate, dépourvue d'émotion. Es-tu désolé de m'avoir traité d'homme toxique et pathétique? Es-tu désolé d'avoir défendu une menteuse? Ou es-tu juste désolé d'avoir été prise dans les tirs croisés d'une vérité que tu refusais de voir? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas croire que maman. Non, tu ne voulais pas le croire, l'ai-je corrigé en me levant. Il y a une différence. Il était plus facile pour toi de croire que ton père était un monstre que d'accepter que ta mère était infidèle. Il était plus confortable pour toi de vivre dans leur monde authentique et d'art et d'idées, que de soutenir l'homme qui payait tranquillement pour tout. Ce n'est pas juste, a-t-elle sangloté. Juste? Un rire court et amer m'a échappé. Tu veux parler de ce qui est juste? Est-ce juste que j'ai passé 22 ans à construire une vie pour une femme qui cherchait une échappatoire? Est-ce juste que j'ai payé l'éducation d'une fille qui a utilisé cette éducation pour se moquer de moi avec les mots de l'amant de sa mère? Ne me parle pas de ce qui est juste, Mali. Je me suis approché d'elle, m'arrêtant à quelques mètres. Je n'étais plus en colère. La colère s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de plus froid, de plus dur. Tes excuses, elles ne signifient rien pour moi en ce moment, ai-je dit, les mots précis et délibérés. C'est une réaction à un choc. Tu es désolé parce que ton image parfaite de ta mère a été brisée. Tu n'es pas désolé pour la douleur que tu m'as causée. Tu ne m'as pas cru. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as choisi un camp, Mali. Et ce n'était pas le mien. Des larmes coulaient sur son visage. Que puis-je faire? S'il te plaît, papa, dis-moi juste quoi faire. C'était le moment de la vérité. Le moment où j'ai exposé les nouvelles conditions de notre existence. D'abord, ai-je dit, tu vas faire une valise. Tu es une adulte. 20 ans. Il est temps que tu découvres ce que c'est que de vivre une vie authentique et sans filet de sécurité. Je te coupe les vivres financièrement. Les frais de scolarité pour ce semestre sont payés, mais c'est tout. Plus d'argent de poche, plus de voitures, plus de cartes de crédit. Tu trouveras un travail. Tu trouveras un appartement. Tu apprendras la valeur des choses que tu as si facilement méprisées. Son visage s'est effondré. Ce n'était pas le pardon qu'elle était venue chercher. C'était un verdict. Tu ne peux pas. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne te fais pas ça, Mali. Je fais ça pour toi. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de voir le monde tel qu'il est, pas tel que le professeur Vance te le dit. C'est ta leçon de vie. C'est une leçon dure, mais c'est une que tu as méritée. Et maman, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Ta mère, ai-je dit en me détournant d'elle et en regardant par la fenêtre dans le noir. Ne sera plus mon problème. Ou le tien, d'ailleurs, à moins que tu ne choisisses qu'elle le soit. Elle va quitter cette maison. J'avais déjà passé les appels. Les papiers du divorce étaient en cours de rédaction. Ma vengeance n'était pas bruyante ou violente. Elle était silencieuse, systématique et absolue. C'était le démantèlement d'une vie. Et Mali, ma fille, était la première victime d'une guerre que sa mère avait aidé à déclencher. Je l'ai entendue se retourner et s'éloigner, ses sanglots résonnant dans le couloir. La porte de sa chambre s'est fermée avec un clic doux. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement, totalement seul. Mais c'était la solitude froide et propre d'un champ de bataille après la fin des combats. Le prix avait été payé. Et maintenant, il était temps de recouvrer les dettes. L'acte final a été une série de mouvements discrets et délibérés, exécutés avec la précision d'un chirurgien extirpant une tumeur. Il n'y a plus eu de dispute, plus de confrontation dramatique. La tempête émotionnelle était passée, laissant derrière elle un impératif froid et clair, couper, nettoyer, reconstruire. Le lendemain matin, Karina a essayé de m'approcher. Elle avait clairement été briefée par Mali. Ses yeux étaient gonflés, son visage un masque de remords soigneusement construit.
Alan, on doit parler. Mali m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai fait une terrible erreur. Je n'ai même pas levé les yeux du journal que je lisais. Il n'y a rien à dire, Karina. Mon avocat contactera le tien. Les papiers seront livrés cet après-midi. Un avocat? Le divorce? Sa voix s'est élevée de panique. Tu ne peux pas être sérieux. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est renverser du café sur le tapis, Karina, ai-je dit, en baissant finalement le journal et en la regardant dans les yeux. Mes propres yeux semblaient être des éclats de glace. Une liaison de 6 mois avec le professeur de notre fille, après ce qui a probablement été des années de trahison émotionnelle, n'est pas une erreur. C'est une série de choix. Tu as fait les tiens. Maintenant, je fais les miens. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour faire tes valises et partir. Partir? Où suis-je censé aller? A-t-elle crié. C'est ma maison. Non, ai-je dit en me levant. C'était notre maison. Tu l'as transformée en un mensonge. C'est une maison maintenant, et elle est à mon nom. Tu peux aller à l'hôtel. Tu peux aller chez Adrien. Franchement, je m'en fiche. Mais tu ne resteras pas ici. Mais je n'avais pas fini. La mettre à la porte ne suffisait pas. Je devais démanteler le système de soutien qui l'avait permise, l'approbation silencieuse d'une famille qu'il avait toujours vue comme leur fille parfaite. Ce soir-là, j'ai appelé ses parents. Son père, un homme sévère et démodé que j'avais toujours respecté, a répondu au téléphone. Alan. Content de t'entendre, mon fils. Comment ça va? Pas bien, Robert, ai-je dit, ma voix stable. Je t'appelle pour te faire savoir que Karina et moi divorçons. Il y a eu un silence stupéfait. Quoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Mais notre mariage est terminé. J'ai pensé que tu méritais de connaître la raison directement de ma part. Depuis 6 mois, elle a une liaison. J'ai laissé ça pénétrer. Une liaison, a-t-il soufflé. Je pouvais entendre sa femme, Éléonore, en arrière-plan, demandant ce qui n'allait pas. Oui, ai-je poursuivi. Avec un professeur de l'université de Mali. Le professeur Adrien Vance. J'ai entendu une inspiration brusque d'Éléonore. Elle avait pris le téléphone. Alan, il doit y avoir un malentendu. Notre Karina ne ferait jamais. Éléonore, avec tout le respect que je vous dois, j'ai des preuves. J'ai des relevés téléphoniques, j'ai des photographies, et j'ai fait en sorte que Mali les voie ensemble de ses propres yeux. Il n'y a pas de malentendu. Je vous dis cela non pas pour être cruel, mais parce que vous devez savoir le genre de personne que votre fille a choisi d'être. Elle n'a pas seulement trahi son mari, elle a mis en danger l'environnement éducatif de sa propre fille et détruit notre famille. Je vous enverrai des copies des preuves pertinentes. Ce que vous ferez de cette information dépend de vous. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter, avant qu'il n'essaie de la défendre. J'avais planté la graine. La honte et la déception feraient le reste. Son filet de sécurité avait disparu. Le suivant était le professeur Adrien Vance. L'homme de lettres, le mentor, l'âme éclairée. Pour lui, j'avais une approche différente. Elle devait être professionnelle, anonyme et dévastatrice. J'ai tapé une lettre, en utilisant un ordinateur de bibliothèque publique pour m'assurer qu'elle ne pourrait pas être retracée jusqu'à moi. La lettre était adressée au doyen de la faculté des arts et des sciences humaines de l'université. À qui de droit, commençait-elle. Je vous écris en tant que parent concerné pour signaler une grave violation éthique commise par un membre de votre corps professoral, le professeur Adrien Vance. Le professeur Vance a entretenu une relation intime et inappropriée avec la mère de l'une de ses étudiantes actuelles. Cette relation représente un profond conflit d'intérêts et un abus de sa position d'autorité et de confiance. L'étudiante, inconsciente de toute l'étendue de cette relation pendant un certain temps, a été placée dans une position intenable, et son bien-être académique a été compromis. Je n'ai pas inclus de nom. Je n'en avais pas besoin. J'ai joint des copies des relevés téléphoniques, avec le numéro de Karina encerclé et identifié comme mère de l'étudiante, et quelques photos granuleuses mais claires que j'avais prises d'eux à The Willow Creek Inn. J'ai également inclus une copie du menu de l'auberge, avec la date encerclée. J'ai envoyé le paquet via un service de publipostage tiers. Le service des ressources humaines et le comité d'éthique de l'université feraient le reste.
Un professeur titulaire ayant une liaison, c'est une chose. Un professeur ayant une liaison avec le parent d'un étudiant de sa classe actuelle, c'est un procès qui attend d'arriver, un cauchemar de relations publiques. Sa carrière était terminée. Il ne le savait tout simplement pas encore. Mali est partie 2 jours plus tard. Elle a fait 2 valises, son visage pâle et figé. Elle n'a plus demandé d'argent. Elle s'est juste tenue à la porte et m'a regardé. J'ai trouvé une chambre à louer près du campus avec quelques autres étudiants, a-t-elle dit. J'ai un entretien pour un travail de serveuse demain. Bien, fut tout ce que je pus dire. Je t'aime, papa, a-t-elle murmuré, et pour la première fois, cela sonnait comme une confession de culpabilité. Puis elle est partie. Karina a été la dernière à partir. Elle a passé la semaine à essayer toutes les tactiques, les larmes, la rage, la nostalgie, les supplications. Rien n'a fonctionné. Le samedi matin, elle est sortie de la maison où elle avait vécu pendant 2 décennies, son visage une carte routière de la défaite. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était vaste et propre. Les mois suivants ont été un flou de procédures judiciaires et de reconstructions silencieuses. J'ai vendu la maison, elle contenait trop de fantômes. J'ai acheté un condo plus petit et moderne en ville, un endroit qui était à moi et à moi seul. Je me suis jeté dans mon travail, concevant des bâtiments solides, honnêtes et construits sur des fondations inébranlables. J'ai entendu dire par des rumeurs que le professeur Vance avait été suspendu en attendant une enquête, puis qu'il avait discrètement démissionné pour éviter d'être renvoyé. Il a disparu du monde universitaire. Karina, coupée de ses parents honteux et sans mari pour soutenir son style de vie, a été forcée de déménager dans un petit appartement et de prendre un travail administratif. Leur grande romance authentique s'était dissoute sous l'éblouissement brutal de la réalité. 6 mois après son départ, j'ai reçu une lettre de Mali. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était juste une lettre. Elle m'a parlé de son travail, de la difficulté de concilier travail et études. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin le coût des choses. Elle a dit qu'elle voyait un thérapeute sur le campus pour tout gérer. À la fin de la lettre, elle a écrit « Tu m'as dit que je devais grandir. Tu avais raison. C'est plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé. J'espère qu'un jour je pourrai être quelqu'un dont tu pourras être à nouveau fier. » J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur mon nouveau bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Les blessures étaient toujours là, guérissant lentement, formant des cicatrices. Mais pour la première fois, en regardant son écriture, j'ai senti une lueur, non pas de la vieille douleur, mais d'un espoir lointain et prudent. La fondation que j'avais construite pour ma famille était un mensonge, et elle s'était effondrée. Mais maintenant, seul, sur un terrain solide, je commençais enfin à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose juste pour moi. Et c'était solide.